On va prendre du 100% libellé en devises étrangères. Vous conseillez un sauve qui peut en fait. Aujourd'hui, oui. Je conseille un sauf qui peut, oui. Ah bah ce banquier, il est très sympa, dis donc, quel philanthrope, mon Dieu. Cet homme ne pense que pour le bien de ses clients, hein. Voilà, je pense à un sauf qui peut, je pense à, comment dire, à envoyer cette dame dans un pays étranger faire de l'évasion fiscale et commettre un bank run. Voilà, voilà les conseils du banquier. Oui, c'est la valeur ajoutée qu'on va pouvoir apporter à nos clients, parce que s'il ne se passe rien, qui peut le prévoir? Mais s'il se passe quelque chose, à partir du moment où les gens nous ont sollicité, Qui peut le prévoir aussi, j'ai envie de le dire. quel risque je peux me permettre de prendre plutôt que celui d'anticiper? Mon objectif, c'est avant tout de protéger voilà, le petit patrimoine que j'ai pu me constituer et de faire en sorte que ce patrimoine, il ne disparaisse pas et que je puisse dire à mes enfants, ben voilà, j'ai travaillé, j'ai fait ça, j'ai constitué ça, c'est aussi pour toi. Donc non, je pense qu'on est en droit de réagir, au contraire. Ah oui, oui, on a le droit de réagir. Alors son petit patrimoine, cette dame, j'aimerais bien connaître son petit pot de montant. On nous a pas indiqué évidemment de montant. Voilà, le banquier quand même assez, c'est quand même un banquier cow-boy là, hein, que vous avez à faire. Donc faites un bank run, allez mettre votre argent. Moi je conseille à tout le monde de se sauver, et de quitter ma banque. Un banquier qui vous dit de quitter votre banque et d'aller placer votre argent aux îles Caïmans, eh ben on attend. Tout le monde fait ça, c'est pas très civique, quoi. Vous faites partir l'argent de la France. Vous faites quoi avec votre argent? Excusez-moi, mais aujourd'hui, ils ne vont pas sortir tout leur placement de la France. C'est juste de faire un aller-retour le temps que la crise passe, oui, tout à fait. Ah d'accord, donc c'est juste un aller-retour, le temps que la crise passe, puis vous reviendrez après. On me dit que c'est le banquier de Cahuzac. C'est déjà excellent, oui, effectivement, oui. Ça doit être le banquier de Cahuzac, effectivement, ouais. Le comportement des dirigeants d'entreprise suit la même logique. Anticiper le passage éventuel au franc et s'en prémunir. Ah, alors là, le discours est toujours saisissant. Anticiper le passage éventuel en franc et pourtant s'en prémunir. Déjà, s'il y a un passage au franc et que tout ça est décidé par l'État, je vois pas comment il pourrait s'en prémunir plus que les autres. Mais en plus, vous savez, les choix des mots aussi, s'en prémunir. On se prémunit de quelque chose qui nous ferait du mal, vous voyez, quelque chose qui est négatif. Hein, on se prémunit d'une maladie, on se prémunit d'un danger, donc là, s'il y a un passage au franc, en quoi ils ont à se prémunir? Se prémunir de quoi? Hein, et quand on est passé du franc à l'euro, ils se sont prémunis aussi, ces gens-là? Notre trésorerie, cette cagnotte de l'entreprise, hein, quand on en a une, on va immédiatement la transformer dans une valeur refuge, dans une monnaie qui va nous paraître rester stable, probablement. Alors, une monnaie qui va nous rester stable, lui aussi, nous conseille d'aller changer notre argent dans une devise étrangère. Le dollar. Le dollar. Et c'est là que c'est drôle, vous voyez, parce que son conseil, c'est de changer votre argent en dollars. Le dollar est une monnaie très stable, effectivement. Hein, enfin, ce qui est plus stable du côté des États-Unis, à mon avis, c'est l'armée américaine plutôt que le dollar. Et changer son capital dans une monnaie de singe, une monnaie de PQ, hein, qui vaut pas plus que les billets, justement, je repense à Jovanovic avec ses billets qu'il avait lancés partout, parce que le dollar ne vaut pas plus que ces billets-là. Hein, je trouve vraiment ce monsieur, c'est de la moquerie organisée de conseiller ça aux gens. Et donc, on va voir s'effectuer immédiatement la fuite des capitaux. Vous avez une entreprise, vous ne pouvez pas dire par patriotisme, vous voulez faire l'autruche. On attend de vous que vous preniez vos responsabilités qui vont être effectivement de protéger la valeur de votre entreprise, bien sûr. Ah, par patriotisme, vous voyez, hein, ça c'est au passage, hein, dans la psychologie, on dénigre aussi le patriotisme parce que penser patriote, eh ben, ce serait négatif, vous voyez, ce serait ne penser qu'à sa tête. Hein, c'est une forme d'égoïsme, une forme de je ne pense qu'à moi, je fais mon patriotisme. Sûr. S'il n'y a rien d'illégal à vouloir retirer son épargne ou sa trésorerie, vider et transférer ses comptes, un problème se pose tout de même pour les banques, et il est de taille. On ne peut pas redonner tous les avoirs à tout le monde au même moment, alors que l'argent est prêté ailleurs, précisément. Ah bon? L'argent est prêté ailleurs, précisément. Ben, c'est pas... Mais on sait que... Mais monsieur... comment ça, vous prêtez mon argent? Moi, j'ai l'argent chez vous, je suis censé pouvoir le retirer comme je veux, puisqu'il est chez vous. Ah non, vous le prêtez ailleurs. Hein, mais ça, c'est un énorme mensonge, puisque ce monsieur, hein, comme l'ensemble des banques,
fait de l'argent avec des crédits, on sait que les réserves fractionnaires, c'est-à-dire ce qu'on lui demande d'avoir en réserve pour pouvoir accorder un crédit, c'est-à-dire une somme qui va créer ex nihilo en appuyant sur son ordinateur, c'est de l'ordre de 2-3%. Donc, ce qui veut bien signifier que sur un prêt d'1 million, vous allez faire quasiment 10 fois plus d'argent avec 1 million. C'est ça le principe, vous savez, de la banque. Alors ce monsieur nous dit, ah bah oui, mais tout le monde va venir retirer son argent en même temps, il n'y aura plus assez d'argent parce qu'on l'a prêté ailleurs. Ah bon, ailleurs, mais à qui? Ils sont prêtés à 6 mois, à 5 ans, à 3 ans. Si les banques... Ça, c'est vraiment le mensonge, parce que l'argent prêté par les banques n'est pas prêté sur... par exemple, vous voyez, c'est pas moi qui place mon épargne et cet argent-là va être utilisé pour prêter à quelqu'un d'autre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On calcule le taux de réserve qui existe dans la banque et on dit vous avez le droit d'accorder tant de crédits. Et quand quelqu'un va pour contracter un crédit, une dette auprès de votre banque, eh ben, la banque va créer cet argent. Donc cet argent, il va être créé ex nihilo, il n'existe pas. Il va être porté à votre crédit. Et puis ensuite, il est créé sur la base de la promesse de votre remboursement. C'est tout. Donc quand ce monsieur me dit, oui, là, il nous fait croire, vous savez, aux fables de ce qu'on fait croire à la population depuis des dizaines d'années, c'est que les banquiers, en fait, prennent l'argent des comptes et puis, avec l'argent des comptes, ils prêtent à d'autres gens et puis ils jonglent comme ça. C'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est faux. Alors ça, c'est sûr qu'ils jouent avec notre argent. Ça, je ne vous fais pas dire. Mais ce monsieur-là, il crée tout cet argent ex nihilo. Cet argent, il est créé de rien. Tous ces crédits-là, justement, qui disent « Ah ben, on ne pourra plus faire de crédit, vous allez voir. » sont une épargne qui veut fuir. Elles ne peuvent plus financer les projets. Ah bon? Parce que les projets sont financés par l'épargne. Et ça donne des conséquences en chaîne qui sont très très difficiles à supporter. Ça, si les banques sont plus là pour le faire, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de développement. Ah, sans nous, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de développement. Eh ben moi, monsieur, je serais bien content qu'on se débarrasse justement de gens comme vous pour de la vraie économie et du vrai développement. Parce que ce sont ces parasites-là, vous voyez, qui profitent sans cesse de l'économie et du développement. Ce monsieur, ce président de la BRED, qui dit bah, « sans moi, il ne se passe plus rien. Sans moi, vous n'avez plus d'économie. Mais monsieur, on va se passer de vous. Parce qu'on va vous renvoyer justement peut-être à Bruxelles ou où vous voulez. Et vous verrez que l'économie française s'en sortira très bien. Avec ou sans vous, monsieur. » D'ailleurs, il avait préparé, vous voyez, ces petites notes, tout ça pour nous dire ça. Le risque, c'est donc une banque qui restreint ses crédits aux particuliers et aux entreprises. Autrement dit, un blocage total de l'économie. Bah, ça, c'est déjà arrivé. Et justement, c'est bien le problème. Les banques qui ne prêtent plus aux entreprises et aux particuliers. Oui, on l'a vu, comme en 2008, plus personne, on ne prêtait plus rien. Oui, mais ça, c'est déjà le cas. Ce n'est pas la sortie de l'euro. C'est l'effondrement de ce système complètement inique, complètement pourri, vérolé de la finance qu'il faut mettre à bas. Sinon, c'est ça aussi qui n'est pas évidemment poussé dans le reportage pour comprendre le monde de la finance. Parce qu'on nous donne des pseudo-leçons d'économie, ce que j'appellerais de l'économie bisounours, avec c'est une vision comme ça, très tout la vie tout en rose de l'économie, avec des gentils banquiers qui donnent des gentils conseils à des gentils clients. La Banque Centrale Européenne, qui supervise et contrôle les banques de la zone euro, est appelée à la rescousse. Mario Draghi, son président, Ex de Goldman Sachs, bon ça il aurait pu le préciser, nous on vous le précise évidemment, mais oui, ex-président comme ça, c'est Mario Draghi, mais il faut quand même vous rappeler un peu le CV du bonhomme. réitère son engagement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les banques françaises. Ah bah, je crois que c'était l'Italie qui avait des problèmes, maintenant c'est la France, bon d'accord. Monsieur Draghi a fait cette conférence de presse pour vraiment insister sur le fait que c'était un cas particulier, qu'il fallait vraiment insister sur cet élément-là. La BCE a un rôle important, c'est qu'elle apporte des liquidités aux banques. Ah, la BCE apporte des liquidités aux banques. Mais la BCE, comment elle apporte ces liquidités aux banques? C'est qu'elle prête aux banques à un taux quasiment proche de zéro. Et donc les banques, oui, effectivement, vont se servir à la BCE. Mais tout ce système-là est privé. Donc ouais, la BCE apporte des liquidités aux banques. Je veux dire, on pourrait très bien avoir un organisme public qui apporte la même liquidité. On n'a pas besoin de la BCE. On n'a pas besoin que Goldman Sachs soit à la tête de cet organisme pour aller ponctionner les 500 millions d'Européens. Parce que c'est ça la réalité.
pour éviter qu'une banque soit vraiment en très grande difficulté et doit fermer ses guichets, doit fermer ses distributeurs de billets. Hein. Ça accentuerait la panique. On sait que le système bancaire marche sur la confiance et on sait qu'à partir du moment où il y a une banque de la zone euro qui va dire « je peux pas rembourser, je peux pas vous donner, vous rembourser ce que vous avez déposé auprès de moi », ça aura un effet contagion et ça aura un effet, ce qu'on appelle un bank run. Hein. Faut pas être le dernier à sortir dans ces cas-là. Ah bah oui, mais bon, tout à l'heure on avait quand même des banquiers qui encourageaient le bank run, hein, ils sont un peu marrantes, le ping-pong, parce que tout à l'heure, son alter ego, lui, en tout cas, nous conseillait largement de faire un bank run. Alors lui, il nous dit, ah bah non, surtout pas, ça va provoquer un bank run. Malgré l'aide d'urgence de la Banque Centrale Européenne, la panique n'est pas évitée. L'aide d'urgence, oui, l'aide d'urgence, ouais. L'aide d'urgence, c'est quoi l'aide d'urgence, hein? C'est le fameux quantitative easing. Hein. Voilà, tout à l'heure, on en parlait, on en a beaucoup parlé. C'est, eh ben voilà, on fait des tirages spéciaux, hein, et puis on rachète les dettes, d'ailleurs, en vue de toute violation des traités européens. Tous les Français se ruent auprès de leur banque. Bientôt, au guichet ou au distributeur, les files d'attente se multiplient. Un seul mot d'ordre, sortir ses euros. Pourquoi vous faites la queue là devant la banque ? Et parce que je me suis déjà fait avoir il y a 2 mois en Italie, donc là, j'ai pas envie de me faire avoir la deuxième fois. Donc... Ah bon, on est parti interroger un Italien, c'est bien bien, d'accord, qui s'est fait avoir en Italie, mais il s'est fait avoir de quoi? Là, je retire tout. C'est en fait un peu la panique, là, tout le monde retire, et puis moi je ne veux pas être la dernière à retirer, donc je vais prendre tout mon argent. Moi, Bah oui, mais prendre tout son argent, déjà avec une carte bleue, c'est pas possible. C'est-à-dire que, bon, à moins que vous ayez de très petites sommes, mais j'imagine que ceux qui ont des comptes épargne, tout à l'heure on parlait d'épargnants, des gens qui ont 15, 20 000 euros, vous ne pourrez pas les retirer au distributeur. Hein, mais même là, vous voyez, en plein monde rose, puisque là on est dans le meilleur des mondes, donc eh ben là en ce moment même, vous ne pourrez pas aller au distributeur retirer vos 20 000 euros avec votre carte bleue. Hein, il va falloir que vous preniez rendez-vous avec votre conseiller, que vous signiez des papiers, etc. etc. Mais c'est très compliqué en plus quand vous voulez sortir votre argent de ce genre de truc. Donc distributeur ou pas distributeur, les produits dont on parlait tout à l'heure sur l'assurance vie, sur l'épargne, ne sont pas concernés par ces fadaises. Hein. Voilà, ce sont des fadaises. je leur fais pas du tout confiance, je fais pas du tout confiance aux banques. Je vais croiser les doigts pour qu'il y ait encore assez de coupures dans le distributeur pour tirer un maximum d'euros pour les garder auprès de moi parce que vraiment j'en ai besoin et ça me rassure en fait. Ah, bah, j'en ai besoin, ça me rassure. Bon, il est gentil le monsieur, mais nous aussi on se sent tous rassurés avec un billet de 100 euros dans la poche, mais je vois pas en quoi il dit ça me rassure, quoi. Il a peur de perdre quoi, son épargne, mais comme je vous l'ai dit, son épargne, il ne peut pas la retirer au distributeur, ça c'est une invention. Et d'ailleurs, on me dit, tiens, c'est vrai, elle devient quoi l'Italie pendant ce temps? Bah, vous allez le voir, ça c'est assez impressionnant. Hein, de toute façon, on va pas tarder à faire une petite pause et vous allez voir au fil du reportage qu'est-ce que devient l'Italie. Les euros, les planquer chez soi et attendre. Ah, elle nous conseille de mettre les euros sous le matelas. Les options sont multiples. Oh, vous voyez un peu d'ailleurs ce qu'on nous est présenté, on cacherait dans des livres, hein, dans vos slips, dans vos chaussettes, bon, hein, pourquoi pas cacher derrière les pierres, les cochons, nous aussi on va cacher nos petits euros derrière les trolls. Et les techniques éculées. Oui, d'ailleurs, vous avez remarqué, c'était un livre Survivre à la crise. Ça ambiance un peu conspi, survivaliste. Mais tout est bon pour se rassurer. Il y a des paniques, les banques ferment leurs guichets temporairement, leurs agences, temporairement jusqu'à temps que la panique cesse. Après, on explique aux gens que, ben voilà, pour retrouver leur argent, mais dans le temps. Bah alors, la panique, bah c'est sûr, entretenu par des gens comme ça, oui, les gens pourront retrouver leur argent, mais dans le temps, rendez-moi mon fric, ça c'est sûr, mais ce monsieur-là, il aura tout fait pour entraîner la panique, puisqu'on a vu tout à l'heure, les conseillers disaient, allez, retirez votre argent, enfuyez-vous au Luxembourg, etc., achetez de l'or, je sais pas quoi encore. Donc tout ça, on voit bien que il y a un problème déjà entre ce qui nous est présenté en disant « Ah non, il ne faut surtout pas qu'il y ait de bank run » et des banquiers qui, soi-disant, vont encourager au bank run. Il n'y a pas d'autre manière de faire, hein, sans quoi ça veut dire qu'on serait obligé d'aller demander aux gens à qui on a fait crédit de rembourser immédiatement, ce qu'ils ne peuvent évidemment pas faire. Donc c'est la logique interne et légitime du système. Ouais. Donc en gros, hein, c'est vous qui devrez payer la dette de vos voisins. C'est ça que ce monsieur de la Bred nous explique. Je vous dis, on n'est pas bien barré. Ben, on va faire une petite pause, le temps que la régie, elle se prépare, et puis on reviendra dans ce
Bonjour la descente de police. Non, mais non, mais non, mais non. Il y en a, ils sont au taquet, voilà. Donc, on va faire la petite pause et on revient juste après, toujours avec ce documentaire. Bye bye l'Europe, à vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, voilà, j'ai vu vos réactions, on me dit bravo quand même pour cette réalisation, cette daube, c'est du travail de pro, de bien manipuler les foules, ça je suis entièrement d'accord avec toi mon cher Kenal Raviol, et on va voir, ils vont continuer, vous savez, ils vont vous amener dans des sommets dans la manipulation. Pour calmer les esprits et endiguer cette fuite des capitaux, le gouvernement impose un rationnement provisoire aux Français. Ah, alors ça c'est très... Voilà, vous avez demandé 60 €, le montant maximum autorisé de 0 €. Donc, on impose aux gens une restriction des retraits. Mais alors là, moi, je suis assez étonné, hein, c'est pas celui qui a fait le reportage, hein, Madame Serfontaine, là, c'est que cette restriction existe déjà. Quand vous allez dans votre banque, moi je vais dans la banque, c'est marqué 300 € par semaine. C'est marqué noir sur blanc quand vous arrivez à l'entrée, c'est marqué partout au guichet, etc. Vous ne pouvez retirer que 300 € par semaine au guichet. Voilà. Donc la restriction, elle est déjà là. Hein. On n'a pas attendu des spéculations pour sortir de l'euro. Donc déjà, ça, c'est une aberration. Et vous allez voir ce qui va se passer encore après. Alors là, on est dans je veux dire, la propagande, mais alors la plus poussée, vous allez comprendre. Des retraits limités à 1 500 € par mois et par personne. Ainsi qu'un contrôle d'échange, l'interdiction de sortir des billets et de virer des fonds à l'étranger. Ah, contrôle d'échange, interdiction comment dire, de sortir des billets, de sortir de l'argent. Hein, entre guillemets, violation, donc la France viole sciemment l'article 63, donc qui est du TFUE, qui la force à, évidemment, hein, c'est marqué noir sur blanc, hein, aucune restriction aux échanges de capitaux. Donc là, la France est déjà en train de violer les traités européens. Alors, déjà. Donc ça commence comme ça. On dit, on commence par violer les traités européens. Bon, pour on en est, on peut sortir de l'Union européenne puisqu'on commence par violer les traités. Hein, et comment, d'ailleurs, pas de réaction des autres pays par rapport à cette mesure de violation des traités. Au-delà de 5 000 €. Des limites et des contrôles, les Français vont devoir renouer avec d'anciennes pratiques. Le dernier carnet de change remonte à 1983. Ah, voilà. On vous dire, vous allez revenir au carnet de change à l'ancienne. Oui, peut-être pour éviter que des gens puissent s'enfuir avec des capitaux. Donc là, le carnet de change, en tout cas, c'est une mesure qui rentre directement donc, en contradiction avec les traités européens. C'est une violation des traités européens. Sans ce carnet de change, il ne vous sera plus possible désormais de passer la plupart des frontières. N'oubliez pas que ces 2000 francs en devises ne vous seront délivrés qu'une seule fois dans l'année. Si vous souhaitez vous offrir un nouveau voyage à l'étranger, il faudra soit économiser sur cette somme, soit vous contenter de 1000 francs en argent liquide, seuil de tolérance pour lequel le carnet de change n'est pas obligatoire. Voilà, donc on va vous dire, voyez, restriction, vous ne pourrez plus changer votre argent comme vous voulez, qu'il y ait une restriction sur l'échange dans un premier temps aussi, pour éviter une fuite des capitaux, ça peut paraître une bonne mesure, pourquoi pas, après tout. Maintenant, nous expliquer évidemment, quand on va retourner à l'époque soviétique, la limite, vous savez, déjà, ça y est, on a oublié, il n'y a presque plus l'électricité, on est revenu à la bougie. Non, mais c'est ça qu'on veut vous expliquer. Hein. Le fond, c'est toujours vous faire peur sur un éventuel retour en arrière. Le contrôle d'échange s'imposait. Hein. C'est une mesure extrême qui s'impose, mais qui règle rien sur le fond. C'est une mesure qui s'impose, donc violation du traité européen. Là, ça lui pose aucun problème. Et qui ne ramènera pas forcément de la confiance dans le système européen. C'est sûr qu'en violant le système, en violant les traités, on risque pas de ramener de la confiance. Alors là, vous avez vu, l'euro prend un coup de botte. C'est marrant avec l'Italie, donc la botte italienne qui vire. Moi, je trouve plutôt sympa. Le courrier international, moi, je trouve ça plutôt sympa, ouais, que l'Italie s'en mêle de l'euro. Alors là, c'est titré « La concurrence italienne », un passage très important. Un mois après la sortie de l'Italie, cette fois, c'est à l'économie réelle de la France d'être touchée. En dévaluant la lire, le coût du travail et le prix des produits sont presque 30% moins chers côté italien. 30% moins cher côté italien. Et quelles conséquences pour l'Italie?
Luxe, maroquinerie, automobile, nombreux sont les secteurs de l'économie italienne qui nous concurrencent directement sur notre territoire, mais aussi sur les marchés étrangers. Alors, donc, l'économie italienne connaît un rebond, c'est eux qui le disent, hein, vous voyez bien, puisqu'ils sont de l'euro, évidemment, l'euro qui les amputait, la lire, la nouvelle lire fait que, évidemment, le travail devient moins cher, et tout d'un coup, à l'export, l'économie italienne devient très compétitive, très concurrentielle. Ce qui signifie également que l'Italie est restée, puisque la France, visiblement, viole tous les traités européens. En revanche, l'Italie, elle semble rester dans l'Union européenne et profiter, malgré le fait qu'elle soit sortie de l'euro, de tous les avantages des traités, hein, puisqu'on ne parle pas qu'il y ait des restrictions envers l'Italie ou qu'il y ait un rétablissement de droits de douane ou quoi que ce soit. Non, l'Italie, visiblement, rien ne bouge. Hein. Juste, elle est sortie de l'euro et maintenant, elle nous concurrence. Et de façon encore plus flagrante, dans l'agroalimentaire. Là, l'Italie va jouer pleinement sa carte. Ah, dans l'agroalimentaire. Et ça, c'est très intéressant aussi. On verra le mensonge qui nous est délivré après concernant la France. Alors, concernant l'Italie, évidemment, si l'Italie dévalue et revient à la lire, elle va nous concurrencer dans les produits agroalimentaires, c'est évident. Et elle va la jouer aux dépens de ce que nous savons faire nous aussi, mais pour lesquels nous aurons évidemment des coûts supérieurs. En particulier dans deux domaines forts, le domaine des fruits et légumes, où là, une taille des croupières, et puis sur le domaine des produits viande notamment, alors tous les produits élaborés, évidemment on pense beaucoup au jambon, à des choses comme ça, mais... Vous nous concurrencez sur le jambon, bon, ça va. Moi j'aime bien le jambon italien aussi, hein, le jambon de Parme, bon voilà. Hein. Ça va bien au-delà. Donc là on voit tout de suite, évidemment, la conséquence d'une sortie de l'euro. Donc on voit tout de suite, oui, les conséquences d'une sortie de l'euro positive pour le pays. Mais il a du mal à le dire. Hein. Les européistes ont toujours du mal à admettre les choses. Pour les Italiens. Philippe Nicolas élève du bétail dans l'Ain. Ses clients, les abattoirs de la région, ne lui achètent plus ses bêtes, préférant celles des Italiens, 25% moins chères au kilo. Ah, donc lui se fait concurrencer, les viandes italiennes donc seraient 25% moins chères. J'ai besoin de les vendre 4 € pour couvrir mon prix de revient. D'ailleurs, on ne précise pas, ils sont vendus en quoi, hein, parce que lui, il parle en euros, mais elles sont vendues en quoi ces bêtes italiennes? Parce que vous allez voir, pourquoi je dis ça, c'est par rapport à ce qui se passe après. Sans dégager aucune marge. Et j'ai en face de moi un éleveur ou un engraisseur italien qui, lui, est capable de proposer le même produit, avec la même qualité, à un prix de 3 €. C'est une chaîne sans fin, c'est-à-dire que ce produit, je ne peux pas l'écouler parce que personne n'en veut. Nous, éleveurs, on est condamnés à une cessation totale de l'activité dans des conditions financières qui vont être des conditions de banqueroute. Il n'y a pas d'autre alternative que ça. Il n'y a pas d'autre alternative, évidemment, si l'Italie reste dans l'Union européenne avec les mêmes règles, hein, parce que ça, c'est pas précisé, même si on sait qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne, ça n'est jamais précisé. Mais elle serait donc sortie de l'euro, mais elle aurait conservé tous les avantages du commerce et de l'Union européenne, on va dire des dispositions du traité. Bon. D'autres solutions que ça, c'est pas une catastrophe à terme, c'est une catastrophe immédiate. Acculés, les agriculteurs se mobilisent en action coup d'éclat. Alors les agriculteurs, vous voyez, c'est quand même saisissant hein, d'essayer de nous faire croire que l'euro et l'Union européenne sont là pour sauver l'agriculture, alors que l'agriculture, précisément, si elle est dans cet état aussi lamentable en France, c'est dû à cette politique. C'est dû à la politique européenne qui est menée sur l'agriculture. Agriculture qui est censée être productiviste. C'est marqué dans les traités européens. L'agriculture européenne a vocation à être productiviste. Donc c'est une agriculture intensive avec l'utilisation de pesticides qui doit toujours être en croissance. Donc l'agriculture qui est soumise à ces règles-là a fait que ces agriculteurs qui perçoivent les aides européennes, ça aussi on pourra en reparler, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie, ces gens-là, hein, ils viennent, des espèces d'auxiliaires à qui on dit, bah, vous faites ci, vous faites ça, ils ne font plus leur métier d'agriculteur. Hein, c'est la même chose dans la médecine, c'est la même chose dans plein de domaines, mais précisément dans l'agriculteur où il y a en plus des suicides hein, d'agriculteurs, énormément, parce quand on est agriculteur, on est attaché à la terre, on n'est pas là pour empoisonner les gens ou pour faire de l'administration, comme c'est le cas actuellement. Hein, et ce sont ces gens-là
qui ont tué l'agriculture française, et certainement pas la sortie de l'euro. Et là, il y avait quelque chose de pernicieux, de vicieux, de fallacieux de la part de ce reportage, de faire croire aux agriculteurs que la sortie de l'euro les mettrait dans une situation catastrophique, alors que c'est précisément notre appartenance à l'euro et à l'Union européenne qui fait qu'ils sont dans le marasme dans lequel ils sont. Et bloquent les routes pour empêcher leurs concurrents italiens de pénétrer le territoire français. De leur côté, les industriels et les grands patrons réclament des subventions pour compenser l'avantage concurrentiel des entreprises italiennes. Oh bah, rien que ça, quoi. Alors, les grands patrons, vous voyez tout à l'heure, ils disent « Ah bah nous, il n'y a pas de patriotisme, on va mettre notre argent à l'étranger, c'est comme ça. » Et puis en plus, ils demandent des subventions maintenant. Ah bah maintenant, hein, quand il s'agit de demander des subventions, le patriotisme d'État, hein, on voudrait que tout le monde passe à la casserole. En revanche, tout à l'heure, c'est le monsieur qui nous expliquait « Ah bah non, moi, je vais mettre mon argent ailleurs, il n'y a pas de patriotisme qui tienne, sinon patriotisme égale faire l'autruche. » Voilà. Vous allez avoir les grandes entreprises du MEDEF qui vont demander immédiatement à être reçues par M. François Hollande ou par M. Manuel Valls. Alors là, c'est assez saisissant la question qui a dû lui être posée, parce que la réponse qu'il donne, c'est comme si on lui avait demandé, mais la question inverse, si la France reste dans l'euro, qu'est-ce qui va se passer? Et nous ne pourrons pas résister à l'impact de la dévaluation de l'Italie, à la fois sur notre marché intérieur et sur nos marchés d'exportation. Donc, soit vous diminuez les coûts salariaux en France de 20%. Oui, c'est ce qui a été proposé. Ou de 25%, soit il faut aussi qu'on dévalue. Voilà, mais ça, il ne répond pas à la question si la France sort de l'euro. Il répond à la question inverse, si la France reste dans l'euro. Ça se sent dans la réponse. Vous voyez que, et c'est là que c'est trompeur, et je pense que c'est pour ça que Jacques Sapir, il annonce que partout qu'il se fait un peu bluffer sur ce reportage, c'est dans ce genre de manipulation-là. Il faudrait que la France ait les moyens de subventionner les entreprises, parce que la France se trouve à l'heure où nous parlons avec un déficit qui s'annonce pour 2014 de l'ordre de 5% du PIB, et aggravé encore par la situation, 5 à 6, on n'a absolument pas les moyens de subventionner qui que ce soit. Ah bah oui, c'est sûr, avec ses petits amis banquiers, il ne va pas nous expliquer le contraire. La France, oui, n'est pas là. Et puis, est-ce qu'on a envie que la France subventionne des entreprises qu'elle subventionne déjà, d'ailleurs, au demeurant, à travers tout un tas d'aides parce que quoi? Parce que oui, il y aura là cette concurrence italienne, mais il me semble que c'est des mesures qui se prennent au niveau européen, que la France ne peut pas agir seule. Vous voyez, il y a quelque chose, il n'y a que des contradictions, en fait, dans ce documentaire. L'État veut aider les banques et les entreprises, freiner à tout prix la contraction de l'économie. Il lui faut de l'argent, et vite. Ah, cette photo d'Hollande, donc sur le nouvel l'Obs, qui veut bien nous prêter, voilà, comme si, évidemment, on serait devenu un président SDF, un président la France ne vaudrait plus rien, plus personne ne voudrait prêter à la France, alors que, pour qui se renseigne, vous savez que les bons du trésor de l'État français sont parmi, justement, les plus prisés du monde, parce que, justement, la France est extrêmement solvable. Extrêmement solvable. La puissance publique cherche à emprunter cet argent dont elle a urgemment besoin. Elle se tourne vers les marchés et ses prêteurs habituels. Oui, les marchés et ses prêteurs habituels, les maquignons, les nouveaux maquignons des temps modernes, les usuriers qui vous prêtent de l'argent qu'ils n'ont pas et qui ne leur appartient pas. Imaginez qu'un État discute avec les marchés financiers, les investisseurs, les fonds de pension, ceux qui achètent les dettes, comme un particulier discute avec sa banque de proximité pour acheter un appartement ou pour réfléchir sur des placements. C'est exactement la même relation, et cette relation, à 90%, elle est fondée sur un mot, la confiance. Voilà, alors ça, c'est le grand argument qui vous est présenté constamment, et ça c'est souvent le cas malheureusement de certains médias, de certains économistes qui vous disent « Ah, l'État français, c'est comme un couple, comme vous, qui vous allez vous rendre à votre banque et vous allez acheter des biens, etc. » C'est complètement faux. C'est absolument faux. Un État n'est pas comparable à un couple. Un État, il a le moyen d'augmenter ses impôts, donc d'augmenter ses revenus. Il a des actifs, un État. Je veux dire, vous avez un revenu. Vous ne pouvez pas augmenter votre revenu comme vous voulez. Vous n'allez pas dire, ce mois-ci, j'ai décidé de gagner 15 000 euros. J'en gagne d'habitude 13 000. Non, c'est pas possible. C'est l'État
comment dire, qui décide et qui peut jongler, augmenter son revenu, qui a des actifs, qui peut vendre, etc., qui a d'autres solutions. Donc cette comparaison fallacieuse, encore une fois, là, c'est de l'enfumage de nous présenter un État comme un couple, hein, de nous montrer un peu presque que le couple serait aussi démuni, hein, l'État serait aussi démuni que le couple face à son banquier. C'est une escroquerie intellectuelle, c'est absolument faux. Un État, lui, il a des actifs, il a les moyens de décider de son budget, et ce n'est pas le cas pour un couple, donc c'est incomparable. Sauf que depuis 3 mois, les investisseurs ne nous font plus vraiment confiance. Ah bon, les investisseurs ne font plus confiance. D'accord. Alors tout à l'heure, on nous expliquait l'économie italienne repartait de plus belle depuis qu'elle est sortie de l'euro, mais la France, non, on ne nous fait plus confiance, nous on est vraiment punis. Hein. Ils redoutent que la France suive l'Italie, sorte de l'euro et s'engouffre dans une crise économique violente. Ah bah alors je comprends pas, tout à l'heure l'Italie, on nous disait que c'était la reprise dans tout leur secteur, luxe, automobile, etc. On voyait la FNSEA qui nous disait « Ah bah ils nous vendent tout leur jambon moins cher, machin. » Et puis là maintenant c'est une crise économique violente. Ah bon. Et plus que tout, que nous ne puissions plus les rembourser. Oui, qu'on ne puisse plus les rembourser. Hein. Et puis ils ont peur de la France. Mais dis donc, alors la Grèce, Malte, Chypre, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Slovaquie, la Slovénie et tous ces pays qui ont connu des problèmes. Que doit-on en dire si la France, elle, est le pire mauvais élève? Alors, pour prêter à nouveau à la France, les créanciers habituels veulent être payés plus, beaucoup plus, avec une prime de risque. Ah voilà, la prime de risque qui est le moyen de spéculer évidemment sur la dette de la France, et donc ce qui arrive à la Grèce, qui arrive à l'Espagne, et qui va nous arriver aussi, et non pas par la sortie de l'euro, parce que nous sommes dans l'euro. Ils demandent des taux de rendement bien plus élevés. Ce jeudi matin, personne ne veut nous prêter à moins de 12%. Avec un tel taux, le coût des intérêts de la dette atteindrait 1,5 fois le budget de l'éducation nationale. Ah là, le budget de la dette, vous savez, les intérêts, les fameux intérêts, donc le salaire de monsieur Rothschild, etc., il exploserait. Ah ben évidemment, si on continue à emprunter à ces gens-là, qu'on n'est pas capable de créer l'argent nous-mêmes, c'est sûr que oui, ils vont nous plumer jusqu'au dernier ongle. C'est intenable, l'État ne peut tout simplement plus se permettre d'emprunter sur les marchés financiers. Si personne ne veut prêter à l'État français, il faudrait que la Banque Centrale Européenne achète cette dette française, finalement. Ça, c'est interdit par les traités européens, monsieur. Il faudrait que la Banque Centrale directement agisse et finance en direct l'État français. Ça aussi, c'est strictement interdit par les traités européens, l'article 123. Bon, ben voilà, visiblement, il y a une petite leçon d'éléments juridiques concernant l'Europe dans ce documentaire qui ont été volontairement évincés. Mais on voit qu'il y a toujours un problème de statut de la Banque centrale, que c'est pas évident pour elle d'intervenir. Je rappelle que la Banque centrale européenne n'a pas pour mission de racheter des emprunts d'État. Ah voilà, au moins les Allemands, on en a parlé hier, vous avez le sérieux allemand, on en a parlé avec Dortiguier, avec Anis Alfeda, là vous avez tout l'esprit allemand, évidemment, il dit la banque, elle n'a pas vocation. Alors, je ne parle pas assez l'allemand pour traduire, mais peut-être bien même qu'il dit c'est interdit par les traités, parce que le terme n'a pas vocation, oui, à la limite, ça peut se comprendre, puisqu'elle le fait quand même, et donc en toute violation, évidemment, des traités existants. Qu'elle peut le faire, qu'elle l'a déjà fait, dans des conditions de crise exceptionnelles. Ah oui, effectivement, en violant certainement les traités, à faire en plus qui est devant la Karlsruhe, la Cour constitutionnelle allemande, etc. Personne n'est vraiment d'accord sur ça. Mais c'est un débat qui est discuté à la Cour de justice européenne pour savoir si elle peut le faire de façon limitée ou illimitée. Oui, de façon limitée ou illimitée, alors qu'il est marqué noir sur blanc que la banque n'a pas le droit de le faire. Bon, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir par une pirouette juridique encore, certainement. Mais il faudra de toute façon que la Banque centrale européenne et les marchés soient convaincus que la France mettra en place une politique de réforme. Mais alors je comprends pas. La France, elle sort de l'euro, et il faut encore qu'elle demande l'autorisation à la Banque centrale européenne. Vous voyez, il y a des choses incompréhensibles quand même dans leur scénario catastrophe. C'est que d'un côté, on sortirait de l'euro, donc j'ai envie de dire, on est en train de leur dire, allez tous vous faire un papaouté, et puis de l'autre côté, on nous dit, du côté de l'Allemagne, ah bah non, attention, c'est la Banque Centrale Européenne qui va décider, qui va machin, faudrait savoir, Soit moi j'envoie tout bouler, puis je leur dis, votre euro, vous savez, vous pouvez vous le mettre, soit, je m'assieds à la table et je fais ce qu'on me dit, mais à ce moment-là, je reste dans l'euro.
somme que cela en vaut la peine. On a parfois le sentiment. Oui, une photo très saisissante, hein, Hollande et Merkel. Alors, ils ont volontairement, d'ailleurs, fait une voix de doublage à Merkel, pas sympa, voilà. Ça aussi, c'est des petites choses dans le reportage. Que les efforts se relâchent rapidement, les efforts pour mettre l'Europe sur une base durable. Et il ne faut pas qu'il y ait ce relâchement. Les réticences à prêter à la France sont les mêmes Elle avait l'air méchante, hein, Merkel. Ouh. du côté du Fonds monétaire international. Christine Lagarde, sa présidente, doute des capacités de la France à se maintenir dans la zone euro. Ah oui, voilà, bah oui, c'est une américaine, hein, vous savez, hein, Christine Lagarde, hein, elle a que le nom que le français, hein, comme on dit, hein, Lagarde, mais sinon, c'est une américaine fière de l'être, hein, anglophile, anglo-saxonne, elle n'a plus rien de français, évidemment, à part son nom, et puis peut-être bien sa nomination au FMI, qu'elle doit aussi certainement aux voix de la France. Et voilà, cette dame, évidemment, n'a plus confiance en la France. Hein. Vous savez, cette élite-là, la France, il l'enterre. Hein. Il l'aurait bien jeté à la poubelle. On comprend pourquoi on reparle de créer une banque centrale indépendante, de revenir à une nouvelle monnaie. Ah, on comprend qu'on reparle de créer une banque centrale indépendante. Pourtant, il me semble que la BCE se targue d'être la banque indépendante par définition. Et pourtant, bah là, on voit que non, c'est... Hein, voilà, on me dit que d'incohérences, effectivement. Et vous allez voir, et c'est pas fini. Non, mais je veux dire, on atteint des sommets. Vous allez voir, ça va monter, ça ne va que crescendo. Mais si vous constatez déjà, vous voyez, toutes les incohérences qu'on voit depuis le début, mais vous allez voir après, c'est catastrophique. Parce que ça serait une des solutions, pas idéale, mais comme personne ne veut prêter à l'État... Ah, ce serait une des solutions, pas idéale. Ah, vous êtes une banque indépendante. Hein. Il faut préciser d'ailleurs le mot du sens indépendant lorsqu'il s'agit d'une banque centrale. Hein, parce que ça, c'est très important. Une banque centrale indépendante, elle n'est indépendante que du peuple. Elle est indépendante de vous, c'est tout. Hein, c'est ça, une banque centrale indépendante. Faut pas aller chercher pendant 10 ans. Elle est indépendante de quoi? Indépendante. Hein. Elle n'a aucune... Hein, elle n'a rien à rendre, pas de compte à rendre. Mais les comptes à rendre, c'est à vous. Elle n'a pas de compte à vous rendre. C'est ça une banque centrale indépendante comme l'est la BCE. Et nous, ce qu'on voudrait justement, c'est une banque d'État publique. Hein, qui a des comptes à rendre et qui ne soit pas indépendante. Au contraire, elle doit être complètement dépendante du peuple. C'est ça. Eh ben, le mieux, le plus facile, la solution la plus facile, c'est d'imprimer des nouveaux billets et d'assurer finalement le financement de l'État en créant cette monnaie. Ah bah, d'abord, oui, bah, c'est le bon sens. En fait, le bon sens, les frais, hein, vous voyez, un État qui crée sa propre monnaie, qui se passerait des banques, la Banque Centrale Européenne, bon, c'est la solution, on va pas y échapper, mais c'est horrible. Hein, pour ce monsieur, c'est horrible. Se prêter à soi-même en créant l'argent dont on a besoin, autrement dit, faire marcher la planche à billets. Ah, voilà la fameuse expression, vous savez de quoi faire, hein, trembler dans les chaumières, la planche à billets. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait actuellement si on ne fait pas marcher cette planche à billets? Demandez à la Fed s'ils ne font pas marcher leur planche à billets. On parle de ça comme une idée, créer son argent soi-même. Mais qu'est-ce que fait le travail de M. Rothschild? Il appuie sur un bouton pour créer un argent qui n'existe pas. Et vous me dites que ces gens-là me disent que non, si l'État ferait ce travail, forcément, ça va mal se passer. Mais en quoi? Bah oui, peut-être qu'il ne touchera plus le salaire, parce que pour le moment, les fameux intérêts de la dette qui explosent, et les intérêts de la dette qui nous ont présentés chaque année, qui représentent plus de 60 milliards actuellement, ces intérêts de la dette ne sont que, comme ils sont précisés, les intérêts de la dette. Ils ne représentent même pas le capital, ce sont les intérêts de ce qu'on paye sur des emprunts auprès d'organisations privées. Donc on enrichit les gens, le système bancaire international. Voilà, grâce à ce système-là. D'ailleurs, il ne va pas être loin pour commander ce genre de manipulation, ce système bancaire. Sauf que cette opération est interdite par les traités qui régissent l'euro. Pour s'en affranchir... Ah, enfin? Ah bon, là, voilà, elle aurait pu nous sortir l'article. Bon, ah oui, les traités qui régissent l'euro, quand même, c'est interdit. D'accord. Il faudrait précisément quitter l'euro. Ah, par contre, il suffit de quitter l'euro pour ne pas respecter le traité. Et c'est là que vous voyez que ça pêche dans la manipulation. Parce que quitter l'euro sans sortir de l'Union européenne, ce n'est pas possible, encore une fois. Et vous voyez, encore une fois de la preuve de la manipulation, on jongle, on vous dit, faire ça c'est interdit parce que les traités l'interdisent, et si on voudrait le faire, il faudrait quitter l'euro. Mais quitter l'euro implique de sortir de l'Union européenne, mais ça n'est pas précisé.
Alors que comment on va quitter l'euro juridiquement? Comment ça va se passer? Qui? Quoi? Ça va quoi? On va passer un nouveau traité? On va ratifier, etc. Comment ça va se passer? Ce vendredi, dans l'après-midi, le président de la République annonce une intervention télévisée au journal de 20h. Quelques heures plus tard, il l'annule. Les rumeurs parlent d'une sortie en catastrophe. Ah mais bon, là, Hollande, ah bon, on va dire qu'on les gratine un petit peu plus, donc il annoncerait une sortie, puis après, finalement, il se rétracterait. Ben, je veux dire, si on doit sortir, à un moment donné, on doit le savoir, mais oui, ça, alors c'est quoi? C'est l'amateurisme le plus total? Bon, d'accord, bon, on les gratine un peu plus, Hollande, bon, je veux bien qu'il le mérite quand même, mais c'est pour nous expliquer, voilà, là, ah bah ce serait la désorganisation, mais cette désorganisation totale au plus haut niveau de l'État, pas besoin d'attendre la sortie de l'euro, hein, voilà. C'est la panique, dans la panique on peut faire des erreurs, la principale erreur c'est d'annoncer quelque chose qu'on ne fait pas. Ah voilà, lui par contre il est très au courant, Attali, il est un pilier de ce reportage, puisque lui il connaît le scénario, vous voyez, il a annoncé quelque chose qu'on ne fait pas, donc il est directement connecté à l'information qui a été donnée juste avant, dans le scénario. Il vaut mieux faire les choses et les annoncer, en plus c'est extrêmement difficile, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annonce des réformes de structure absolument énormes pour essayer de regagner la confiance? Ça veut dire porter l'âge de la retraite à 70 ans, réduire la durée d'allocation chômage à 3 mois au lieu de 2 ans. Des mesures, oui, j'adore parce que des mesures populaires, oui, bah, c'est sûr, annonce-les toi, Attali, hein, viens l'annoncer au peuple dans la rue hein, aussi, viens l'expliquer en face aux gens ce que tu prévois. Ça veut dire réduire le salaire minimum des jeunes à le SMIC moins 30%, c'est toute une série de réformes qui seraient nécessaires dans la période de crise dans laquelle on est pour regagner la confiance des prêteurs. Ah, pour regagner la confiance des prêteurs. Donc vous êtes tous des misérables esclaves pour les prêteurs. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Hein. Vous n'êtes tous qu'à la solde de prêteurs. Vous n'êtes tous que des biens et des marchandises hein, avec un montant de calcul d'une force de travail pour des prêteurs. Voilà, nous sommes donc soumis à ces prêteurs. Et bien moi, je vous encourage qu'on aille pendre haut et court tous ces prêteurs. Après tout, on appelle les marchés, mais c'est les prêteurs, c'est ceux qui nous prêtent de l'argent, et ils demandent ça. Voilà, bah, ce sont les prêteurs, ils demandent ça. Hein, ils demandent, vous avez baissé 30%, vous allez bosser jusqu'à 70 ans, etc. Eh ben nous, le peuple, ce qu'on demande, c'est de vous pendre haut et court hein, et de vous attacher par les pieds. Hein, voilà, c'est ce qui va, et c'est comme ça que ça risque de finir, monsieur Attali. Hein. Il faut mais il le demande. Donc soit il annonce ça, soit s'il ne l'annonce pas, parce qu'à la fois il trouve ça pas bien, il trouve ça injuste, et en même temps... il pense que jamais un Parlement ne votera ça, eh bien, il n'a qu'une seule façon, c'est débrancher la prise et de sortir du système et de dire au marché, je ne vous paye plus, je ne vous rembourse plus. Donc je sors de l'euro. Je vous paye plus, je vous rembourse plus, je sors de l'euro. Mais attendez, on change de monnaie. Ça n'a rien à voir. Comment ça, on paye plus ou machin, etc. On n'a jamais dit qu'on payerait plus. On a juste dit qu'on change de monnaie. Alors après, oui, les fameux prêteurs, on va peut-être leur dire, bah vous voyez, cette monnaie en euros, maintenant, on va vous payer en francs. Ouais, pourquoi pas? Ah bah oui, le franc vaut moins, après, autant de change, de machin, ah bah oui, mais ça, qu'ils perdent, voilà. Mais nous dire, oui, ah bah il a choisi de... Alors en plus, vous avez vu le choix quand même un peu cornélien qu'on lui propose hein, au président de la République, on lui dit, c'est soit tu vas à la hache hein, dans les salaires, dans les trucs, hein, avec le risque lui-même, hein, parce que ce serait grand malin, Attali, hein, qui vienne l'annoncer aussi aux gens hein, en face, ou alors sortir de l'euro. Je pense qu'un gouvernement un tant soit peu responsable sort de l'euro. Hein, c'est ce qu'aurait dû faire d'ailleurs le gouvernement grec depuis des années. Hein, regardez où en est la Grèce. Et je ne vous rembourse plus. Dans ce cas-là, il vaut mieux le faire avant de le dire. Nulle part dans les traités européens, il n'est prévu de disposition pour sortir de l'euro. Ah, mais ça c'est fantastique. Alors ce passage-là, il est assez fantastique, surtout dans le montage tel qu'il a été fait. Alors là, soit c'est... on va dire, le hasard le plus total, ou alors il s'agit bien du vice des monteurs et des organisateurs de cette machination, parce que, précisément, la personne qui a écrit le traité de Maastricht, et qui s'en vante, hein, et pour ça, bon, on va pas vous repasser la vidéo, mais il s'en vante, c'est Monsieur Attali, c'est lui-même dans une vidéo qui nous explique
que dans le traité de Maastricht, puisqu'il a participé à la rédaction du traité, donc il en a été l'un on peut le dire, un des plus éminents rédacteurs, il le dit clairement. C'est une vidéo qui date maintenant d'il y a quelques années, qui est sortie aux alentours de 2011-2012. Cette vidéo-là, qu'est-ce qu'elle précise? Qu'est-ce qu'elle dit, cette vidéo? Elle dit tout simplement, on voit Jacques Attali qui parle et qui dit « Ah bah vous savez, quand j'ai participé à la rédaction du traité de Maastricht, nous avons fait en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de sortie de l'euro. » Et il ajoute, tout ceci n'était pas très démocratique. À ce moment-là, vous allez dire, ça s'esclaffe dans l'auditoire. Et puis, vous avez, comment dire, il enchaîne ensuite pour nous dire, ah bah oui, mais c'était le seul moyen pour forcer tout le monde à s'y mettre et dire qu'il n'y avait pas de retour possible. Donc, soit cette dame, elle est très mal renseignée, soit il faudrait qu'elle aille un petit peu encore s'informer sur cette affaire, parce que justement, précisément, c'est le monsieur qu'elle a invité dans ce reportage à qui elle devrait poser la question, pourquoi, lorsque vous avez rédigé ce traité, vous n'avez pas pensé à élaborer une clause de sortie. Et évidemment, on l'admet, les clauses de sortie n'existent pas. Donc, ce qui veut dire qu'un pays qui doit sortir de l'euro doit sortir de l'Union européenne. Et il n'y a pas d'autre solution. Tout le reste, c'est de la littérature. Ce sont des fadaises de service public. Pendant tout le week-end, le chef de l'État consulte, il prend les avis. Va-t-il sortir du système ou décider de réformes de structures considérables pour y rester? A-t-il encore le choix? À l'heure où nous parlons, je suis sûr qu'en France, il n'y a pas grand monde qui aimerait être au gouvernement. Ah bah, bien sûr, surtout ce monsieur qui est là depuis Mitterrand, Sarkozy, etc. Ah bah oui, c'est lui qui nous dit ça. Ni Marine Le Pen, ni la droite, ni ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, qui seraient très contents d'être ailleurs. Ni Marine Le Pen, encore faudrait-il qu'elle eût je ne sais pas, peut-être une majorité à l'Assemblée avant, peut-être pour gouverner, ce sera plus pratique. Je sais pas qu'on lui dit oui, Marine Le Pen, oui, d'accord. Dimanche à 16h, les délégations des pays membres convergent en urgence à Bruxelles pour une séance extraordinaire. La France va quitter l'euro. François Hollande a tranché. Il doit avertir ses partenaires européens de cette décision unilatérale, lourde, qui pèsera forcément sur l'avenir de l'euro, sur l'avenir de l'Europe. Oui, sachant que l'Italie est déjà sortie, je le rappelle, de l'euro. Donc on est en situation où l'Italie est sortie de l'euro et tous les autres pays vont y rester. Et là, la France sortirait de l'euro, ce serait évidemment la catastrophe.